Merci à tous. Bonjour, messieurs et dames. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Armand de Riclès pour m'avoir invité à donner cette conférence et puis à commencer à présenter cette session qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais vous parler à la fois de parasitisme et de symbiose dans un même modèle. Donc, je commencerai par une citation de Price en 1980 qui disait que chaque organisme vivant est concerné par le parasitisme, soit comme un hôte, soit comme un parasite. Et en fait, on peut considérer globalement qu'il y a plus d'espèces parasites à la surface de la Terre que d'espèces libres. Donc il ne s'agit pas d'un mode de vie anecdotique, mais d'un mode de vie extrêmement répandu. Donc ici, je vais vous parler de parasites particuliers qui sont des parasitoïdes. Donc en commençant par vous définir un petit peu ce qu'est un parasitoïde. Et ce qu'on considère généralement, de façon peut-être un petit peu simpliste, c'est qu'un parasitoïde, c'est quelque chose qui a un mode de vie un peu intermédiaire entre un parasite et un prédateur. Donc le côté parasite, c'est qu'un parasitoïde va se développer aux dépens de son hôte et que l'interaction va être prolongée. Donc il s'agit bien d'une interaction qui rentre dans le cadre des interactions dites durables. Mais par ailleurs, un parasite va forcément conduire à la mort de son hôte et en fait il va consommer les tissus de son hôte. Donc il s'agit en fait également d'un prédateur qui va consommer l'individu. La caractéristique que l'on peut considérer au niveau de ces interactions d'un point de vue sélection et évolution, c'est qu'il y a de très fortes pressions de sélection sur les interactions entre hôtes et parasitoïdes. Donc d'une part au niveau des mécanismes de résistance de l'hôte, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et tout particulièrement parce que les hôtes sont généralement parasités à un stade immature, ce qui veut dire qu'un hôte parasité qui ne résiste pas ne laissera pas de descendants. Alors bien entendu, par contre, tous les hôtes ne sont pas parasités, ce qui veut dire que les pressions parasitaires, le taux de pression parasitaire va influencer le taux de sélection sur ces populations. Du point de vue du parasitoïde, par contre, la sélection est maximale, puisqu'un parasitoïde a absolument besoin de se développer aux dépens de son hôte, donc de contourner toutes ses défenses, pour pouvoir laisser des descendants. Et cette sélection naturelle très forte a généré des mécanismes de virulence extrêmement diversifiés, et comme vous allez le voir, certaines adaptations un petit peu remarquables, dont je ne donnerai qu'un aperçu aujourd'hui. Donc bien entendu, ces modèles sont très étudiés pour les processus coévolutifs, entre résistance et virulence. Et puis également, ils génèrent des mécanismes de diversification des parasitoïdes très intéressants, notamment en fonction de leur adaptation à différents hôtes et des mécanismes de spécificité par rapport aux hôtes. Alors, qui sont les parasitoïdes ? Mais en fait, même si le mode de vie parasitoïde est aujourd'hui un petit peu décrit et utilisé pour parler des nématodes, par exemple, ou de certains ciliés qui vont tuer leur hôte et le parasiter, il s'agit essentiellement d'insectes, et on considère, suivant les publications dans la littérature, que 8 à 25% des insectes sont concernés, certains disent même jusqu'à 50%. Alors 6 ordres d'insectes sont principalement concernés, dont le plus important est celui des hyménoptères, donc de la famille des guêpes et abeilles, puisqu'environ 80% des insectes concernés par la vie parasitoïde sont des hyménoptères. C'est véritablement le groupe majeur. Alors quel type d'organismes ces parasitoïdes vont-ils parasiter ? Essentiellement leurs congénères, puisqu'il s'agit de parasites d'arthropodes, donc essentiellement des insectes, et puis également des myriapodes. Donc il s'agit aussi d'une interaction parasitaire où les deux organismes sont quasiment du même taxon, et donc ceci génère aussi des caractéristiques particulières sur l'évolution des toxines de virulence. Alors, par ailleurs, ces parasitoïdes sont bien évidemment très utilisés en lutte biologique, donc ils contrôlent non seulement les populations d'insectes dans la nature, mais ils sont utilisés pour les contrôler d'un point de vue appliqué. Donc vous avez ici différentes images de parasitoïdes, principalement des hyménoptères parasitoïdes attaquant des hôtes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart du parasitisme se situe donc soit au stade œuf, mais c'est relativement rare, soit au stade de chenille, comme ici sur un lépidoptère, au stade de larve, par exemple sur la drosophile, dont je reparlerai après, de chrysalide ou de pupe, et beaucoup plus rarement au stade adulte. Donc les hôtes sont généralement éliminés avant de pouvoir se reproduire. Le groupe des hyménoptères lui-même comprend plus de 250 000 espèces de parasitoïdes, et chez les hyménoptères, ce mode de vie représente plus de 75% des espèces décrites. Donc en fait, on peut considérer que c'est un groupe qui est majoritairement un groupe à vie parasitoïde. Alors les parasitoïdes peuvent être des ectoparasitoïdes ou des endoparasitoïdes. Donc les ectoparasitoïdes vont déposer leurs œufs à la surface de l'hôte et consommer les tissus, mais les endoparasitoïdes vont avoir la particularité de les déposer à l'intérieur de l'hôte. Et certains disent que ce type de mode de vie a suscité l'imagination des réalisateurs d'Aliens, puisqu'en fait, les individus parasitoïdes vont se développer à l'intérieur de ce corps et le dévorer vivant. Donc ici, vous avez un exemple avec un parasitoïde de drosophile dont je reparlerai ensuite. Ici, il y a les larves de drosophile qui vont être parasitées.
et l'individu parasitoïde va pondre à l'intérieur de l'autre, va se développer aux dépens de la larve. La drosophile va arriver jusqu'au stade pupal, mais à l'intérieur de la pupe, ce que vous voyez émerger, c'est un individu parasitoïde. Un endoparasitoïde va devoir à la fois contrôler la physiologie de son hôte, mais également contourner son immunité. Puisque les insectes sont comme les vertébrés et les mammifères, ils développent une réponse immunitaire. Donc si un œuf de parasitoïde est pondu à l'intérieur de l'individu, il va générer une réponse. Donc les parasitoïdes vont devoir empêcher, contourner cette réponse. Alors pour ce faire, ils vont utiliser différents types, principalement de protéines, qui peuvent être des protéines du venin, les hyménoptères, comme les hyménoptères parasitoïdes, comme les abeilles, de la même façon, ont des glandes à venin avec des réservoirs de venin. Ils peuvent utiliser des virus, et c'est essentiellement le thème de cet exposé, et puis ce qu'on appelle des virus-like. Généralement, c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce que sont ces types de particules. Enfin, pour terminer cette description, les parasitoïdes peuvent être solitaires ou grégaires. Donc ici, vous avez un parasitoïde solitaire, c'est-à-dire qu'un seul individu va sortir d'un hôte donné, même si plusieurs œufs sont pondus. Mais certains sont grégaires, et le deuxième exemple dont nous parlerons principalement est celui de la chenille du sphinx du tabac. Ici, c'est le sphinx du tabac, ceci, c'est la chenille de ce sphinx du tabac. Elle est parasitée par cet hyménoptère, qui est un hyménoptère de la famille des braconidés dont nous parlerons, Cotesia congregata. Et ce que vous voyez à la surface de la chenille, ce sont tous les cocons des larves qui se sont développés à l'intérieur de la chenille, qui sont sortis en fait à l'extérieur et qui ont tissé des cocons pour pouvoir ensuite se métamorphoser et donner les adultes. Et si on ouvre une chenille, en fait, elle grouille de larves de parasitoïdes à l'intérieur. Alors ce modèle particulier de cette superfamille de parasitoïdes et ce mode de vie avait d'ailleurs suscité l'intérêt de Darwin, qui avait écrit dans une lettre à Asagré, une citation que je vais plutôt traduire que de vous la donner, qui avait dit qu'en fait, il lui était difficile de croire à un Dieu omnipotent et bienveillant en regardant le mode de vie de ces hyménoptères ichneumonidae et la façon dont ils consommaient les tissus d'un hôte totalement vivant. Donc un parasitoïde, pour se développer, comme je le disais, va devoir mettre en place des stratégies de virulence qui ont été fortement sélectionnées. Donc d'une part, pour optimiser sa recherche d'hôtes, ce dont on ne parlera pas aujourd'hui, comment trouver un hôte, comment trouver un hôte qui soit adéquat, et comment optimiser le temps de recherche pour ces hôtes-là. Donc ceci fait l'objet d'études en écologie comportementale. Mais nous parlerons de comment un parasitoïde va contourner l'immunité de son hôte, contrôler sa physiologie. Et pour ceci, en fait, il faut deux choses. Donc la première dont nous allons parler, c'est comment produire et introduire des armes à l'intérieur de l'hôte. Et ici, on parlera de l'exemple de la symbiose eucaryote-virus que je voulais vous décrire. Et puis ensuite, comment concevoir et diversifier ces armes. Et ceci, c'est en fait quel est le potentiel évolutif de ces toxines de parasites. Donc pour ce faire, on va parler de deux modèles. Donc je vais vous rappeler rapidement. Donc le premier modèle, donc la guêpe Cotesia congregata dont je vous parlais avant, donc une famille des braconidés. La chenille du sphinx du tabac, donc Manduca sexta, qui est ici parasitée. Mais en fait, il y a un troisième partenaire dans cette association, et ce troisième partenaire est un virus symbiotique, de la famille qui est une famille totalement spécifique de ces guêpes, qui est la famille des polydéanavirus. Donc vous voyez ici, ces polydéanavirus sont produits dans les ovaires de cette guêpe, donc en fait dans une partie particulière de ces ovaires, et ce sont eux qui vont assurer le succès parasitaire de leur hôte. Donc ici, on parlera en fait dans ce cas-là de symbiose virale, qu'on peut carrément considérer comme un cheval de Troie introduit à l'intérieur de l'hôte. Ensuite, pour l'évolution des toxines, je parlerai un petit peu plus des parasitoïdes de Drosophile, donc qui parasitent donc la famille des Leptopilina, qui parasitent donc des larves de Drosophile. Et en fait, dans ce cas-là, il y a aussi un organisme qui est quelque chose qui est introduit à l'intérieur de l'hôte, donc les virus-like, qui ne sont pas véritablement décrits en tant que virus, et dont on essaie actuellement, je n'en parlerai pas beaucoup, de déterminer vraiment la nature. Et ce modèle est très intéressant pour étudier l'évolution des toxines, et j'essaierai de vous le démontrer à la fin de ce topo. Donc sur cette première partie, sur l'exemple de cette symbiose virale, donc je vais déjà essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que l'on parle de symbiose. Alors en fait, aujourd'hui, on ne parlerait plus de symbiose, puisque la symbiose concerne à la fois le parasitisme et le mutualisme, on parlerait plutôt de mutualisme obligatoire. Donc mutualisme, association bénéfique. Alors obligatoire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc d'une part, les virus qui sont introduits sont nécessaires au succès parasitaire, c'est-à-dire que la guêpe a besoin de ces virus. Ici, j'ai symbolisé la chenille en fait, qui est parasitée, la chenille de papillon. À l'intérieur, l'hyménoptère introduit ses œufs, et en même temps que ses œufs, des virus. Si on met les œufs et le virus à l'intérieur de la chenille, le parasitisme marche très bien. Si on n'y met que les œufs, ça ne marche pas.
Mais si on irradie aussi aux ultraviolets les virus ici, c'est-à-dire que les gènes viraux ne sont pas exprimés, ça ne marche pas non plus. Donc l'expression des gènes viraux est totalement indispensable à l'hyménoptère parasitoïde pour pouvoir réussir à parasiter son hôte. Elle ne peut plus s'en passer. C'est aussi une symbiose obligatoire du point de vue du virus, parce que les polydéanavirus sont des virus vraiment très particuliers. Ils ne sont pas infectieux, et leur seule façon de se transmettre dans les populations, c'est d'être transmis verticalement par les guêpes. C'est-à-dire qu'une femelle va transmettre les virus à ses descendants. Et du coup, tous les individus des populations vont posséder ces virus. Donc ceci donne un cycle à ce virus extrêmement particulier, puisqu'en fait, il a deux hôtes, entre guillemets. Au niveau de la guêpe qui va le produire, il y a la réplication du virus et la production des particules virales à l'intérieur des ovaires, dans un tissu particulier. Et au niveau de la chenille du papillon dans lequel le virus est injecté, il y a l'expression des gènes viraux. Donc ces gènes viraux ne s'expriment par contre que dans la chenille. Donc c'est un cycle en deux parties pour lequel la guêpe est totalement indispensable. En effet, les particules virales ici qui sont introduites dans la chenille vont disparaître puisque la chenille parasitée va mourir, elle va être consommée. Donc tout ce qui est particules virales en fait ne sert qu'à réussir le parasitisme. Donc on peut considérer que ce virus est utilisé par les guêpes d'une certaine façon pour pouvoir parasiter. Alors cette association symbiotique est une association qui est spécifique d'une superfamille. La superfamille ici des Ichneumonidae. Alors ceci étant, ce n'est pas une association unique, puisqu'elle existe dans deux familles de cette superfamille. Donc la première, celle des Ichneumonidae. Alors ce ne sont pas toutes les espèces d'Ichneumonidae qui sont associées à ces virus, mais une partie. Et il y a à peu près 14 000 espèces qui sont associées à ces virus. Et vous avez ici donc une image de ces virus. Alors, à l'intérieur même de ces espèces, en fait, les groupes qui portent ces icnovirus ne sont pas monophylétiques et on considère qu'il y a eu probablement deux événements indépendants d'association. Donc cette capacité à utiliser des virus a été acquise deux fois dans ce groupe. La deuxième famille, c'est celle des Braconidae, dont nous parlerons le plus, puisqu'en fait ici on a beaucoup plus d'informations sur la nature de ces virus et de cette symbiose. Et ça comporte, dans ce groupe-là, il y a à peu près 17 500 espèces qui sont associées à des bracovirus. Et cette fois-ci, c'est un événement unique d'association, c'est-à-dire, comme on va pouvoir le voir ici, que tous les groupes ici qui sont associés à des bracovirus peuvent être, au niveau d'un arbre phylogénétique, considérés comme descendants d'un ancêtre commun. Et il a pu être daté, en fait, l'origine de cet ancêtre commun à 103 millions d'années. Et on considère, en fait, on a recherché en tout cas un ancêtre viral qui aurait pu être associé à cet ancêtre de cet ensemble d'individus ici, d'espèces, qui remonterait à 103 millions d'années. Par ailleurs, c'est l'association de ces deux types de virus avec ces deux types de guêpes sont bien entendu aussi des événements indépendants. Donc ce qui correspondrait pour l'instant, dans ce qu'on connaît, à trois événements d'association, donc deux chez les Ichneumonidae et un chez les Braconidae. Donc, les polydéanavirus ont donc un cycle extrêmement particulier. Donc, ils sont considérés comme des virus dans la Bible, le livre de la Bible des virus. Mais comme je l'ai dit, ils n'existent que chez les hyménoptères. Alors déjà, ils ont un génome assez particulier, puisqu'il s'agit d'un génome qui est ADN double brun, mais segmenté, sous forme de nombreux cercles. D'où le terme de polydéanavirus, donc des virus à ADN avec des cercles multiples. Si l'on regarde le virus en tant que particule virale, en fait, on trouve une enveloppe, tout un ensemble de particules, et les génomes, en fait, les cercles en fait, d'ADN à l'intérieur de ces particules. Alors, la transmission verticale suggérait qu'il se passait quelque chose de particulier au niveau de la transmission de ce virus. Et si l'on prend des gènes qui sont présents sur ces cercles d'ADN et qu'on les hybride sur les chromosomes de la guêpe, on se rend compte que dans le génome, on retrouve des séquences correspondantes, ce qui signifie qu'on a une forme virale intégrée à l'intérieur des chromosomes de guêpe. Donc c'est une association stable avec une transmission chromosomique dans le locus qui va contenir des gènes viraux qui sont présents dans les particules. Donc à partir de ce locus, à un moment donné, et spécifiquement dans les ovaires, on va avoir production de cercles viraux, et ces cercles viraux vont être encapsidés dans les particules et injectés dans l'hôte. Donc un génome qui va exister sous ces deux formes. Donc pour connaître, bien entendu, l'idée c'était de rechercher la nature de ce virus, l'origine de l'existence de cette symbiose. Donc la première chose qui a été faite, c'est de séquencer en fait le génome des particules et de regarder qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces particules virales au niveau du génome. Donc je ne vais absolument pas décrire cette diapositive. Donc ici, cette image montre juste les différents cercles viraux en champ pulsé, une séparation des cercles. Ceci, c'est le témoin, le marqueur. Ce que représente ici chacune de ces lignes, ce sont les différents cercles viraux, vous voyez, qui sont de tailles différentes. Et dans l'espèce qui a été étudiée dans Cotesia, il y a 31 cercles différents.
Dans ces cercles, ce qui est blanc, avec rien de visible particulier, c'est de l'ADN non codant, donc un virus avec énormément d'ADN non codant. Et par contre, ce que vous avez en couleur, ça va être les différentes catégories de gènes. Donc ici, par exemple, les catégories vertes, protéines, tyrosine, phosphatase, on les retrouve répétées dans de nombreux cercles différents. Donc le bilan général, c'est qu'on a différentes familles multigéniques, qui est très peu fréquent chez les virus, et un certain nombre de facteurs de virulence potentiels, c'est-à-dire de protéines dont on suspecte ou dont on sait plus ou moins qu'elles vont interagir avec la physiologie de l'hôte. Donc du coup, en synthèse de ce que nous a appris, ce qu'a appris en fait la séquence de ce génome, c'est un très grand génome pour un virus, 560 kilobases, avec des caractéristiques eucaryotes assez fortes, avec beaucoup d'ADN non codant, des familles multigéniques, des introns dans certains des gènes, un pourcentage de GC plus proche des génomes eucaryotes que des génomes classiques viraux. Et en fait, on comprend bien au niveau de la séquence de ce génome qu'on a des protéines assez proches de celles de la guêpe, dont on retrouve bien des facteurs utilisés pour réguler, a priori, la physiologie et l'immunité de la chenille. Alors, qu'est-ce qui manque dans ce génome ? En fait, il manque les gènes viraux. Parce que si c'est un virus, on doit avoir des gènes typiques viraux. Et les gènes typiques viraux, c'est quoi ? Des gènes qui vont être impliqués dans la réplication des cercles, donc les polymérases, notamment virales, les gènes qui produisent les capsides, donc ce qui va en fait encapsider l'ADN viral, pas de gène de capside non plus. Donc ce qui suggère qu'en fait ce virus en lui-même, dans les particules virales, n'est pas un virus. Il n'y a pas de capacité à reproduire en fait l'ADN, ni de capacité à produire les capsides. Alors d'où pouvait venir cette absence ? Ma première hypothèse, ce ne sont pas vraiment des virus, ça peut être une sécrétion, quelque chose que la guêpe produit par elle-même mais qui n'est pas viral à l'origine, une façon d'encapsider des protéines pour les mettre dans l'hôte. Ou bien, en fait, l'évolution depuis les 103 millions d'années avait été tellement forte qu'on ne retrouve plus de séquences proches de virus actuels. Ou bien, c'est une famille de virus qui n'est pas caractérisée encore. Ou enfin, on pouvait penser aussi à une réduction de génome. Et là, il faut revenir à une réduction de génome classique que l'on connaît dans les cas de symbiose. Donc, dans les cas de symbiose, les génomes ont tendance à diminuer en taille avec une partie des gènes du symbiote qui vont pouvoir être transférés dans le génome de l'hôte. Un cas typique des mitochondries, par exemple, dans une association ancienne. Donc ici, même hypothèse possible, même si le génome ne semble pas réduit puisqu'il y a beaucoup d'ADN non codant, il se pouvait aussi que les gènes viraux aient été transférés dans le génome de l'hôte. Alors ça pourrait très bien s'expliquer évolutivement puisqu'en fait, comme je l'ai dit, les particules virales sont injectées dans la chenille qui va être parasitée et dans cette chenille, il n'y a pas de réplication du virus. Donc aucun intérêt à exprimer des gènes viraux qui vont faire de la réplication d'ADN ou des capsides. Ça sert globalement, pas de sélection pour garder ces gènes au niveau du génome viral des particules. Donc du coup, c'est une seconde approche qui a été réalisée, donc de regarder les gènes qui sont exprimés dans les ovaires, puisqu'en fait c'est au niveau des ovaires de la guêpe que sont produites les particules virales. Donc c'est bien quelque part dans ces ovaires qu'on doit trouver les gènes de réplication du virus et les gènes de production des capsides. Donc différents EST ont été séquencés pour la guêpe qui est utilisée ici, donc Othesia congregata, une autre espèce avec des virus et une espèce sans ces bracovirus. Et si on regarde le résultat, cette fois-ci, quelque chose qui ressemble à quelque chose qui permet de produire les particules virales, puisqu'il a été trouvé des EST correspondant à des protéines de virus, spécifiquement un UDI-virus, donc 22 protéines correspondant à ces virus, dans les deux espèces qui possèdent ces bracovirus, et aucun dans l'espèce qui n'en possède pas. Ça fait une bonne corrélation. Alors les UDI-virus sont des gènes qui sont très proches de virus d'insectes classiques, qui sont les baculovirus, et en fait on retrouve dans ces EST, dans ces séquences exprimées, 12 des 15 gènes clés qui sont communs à ces familles, donc des gènes qui sont proches des baculovirus, qui sont exprimés dans les ovaires de guêpe. Alors ces virus, nudivirus, est-ce qu'ils peuvent bien ressembler aux virus que l'on voit au produit au niveau des ovaires de guêpe ? Donc ici vous en avez des photos, ça c'est un nudivirus et ça c'est le bracovirus. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même des ressemblances. Alors les nudivirus sont bien des virus avec une enveloppe, avec un génome double brun qui n'est pas segmenté, polysegmenté, mais qui est quand même un génome ADN double brun. Ce sont aussi des grands virus. Et puis surtout, caractéristique, ils ont un tropisme, c'est-à-dire qu'ils sont attirés, ils vont infecter spécifiquement les ovaires d'insectes. Or, c'est bien dans les ovaires de la guêpe qu'on va les retrouver. Alors ensuite, ça, je ne vais pas du tout détailler cette diapositive non plus. Ce qui a été vérifié également, c'est est-ce qu'on trouve bien ces gènes qui permettent de produire les particules dans le génome de la guêpe, c'est-à-dire dans les chromosomes, parce qu'ils ne sont pas dans les particules, est-ce qu'ils sont bien dans le chromosome, dans le macrolocus viral, dans le provirus ? En fait, vous avez ici en rouge ces gènes correspondant aux protéines de nudivirus. Et en fait, ceci, c'est la séquence de clones en fait, qui recouvre ce macrovirus intégré. Donc on trouve bien les gènes correspondants dans le virus intégré dans les chromosomes de guêpe.
Donc si on synthétise ce que l'on a au niveau de ce qu'on peut penser au niveau de cette symbiose, c'est qu'il y a environ 103 millions d'années, on ne va pas être très précis, on aurait une guêpe ancêtre d'un groupe d'espèces de braconines, qui a évolué depuis, qui aurait capturé d'une certaine façon un UDI-virus ancestral. Donc intégration du génome de ce virus au chromosome de la guêpe. Donc on est passé d'un virus simplement avec des particules ADN double brin avec une intégration donc, au niveau de ce génome. Et ensuite une évolution qui serait allée dans deux sens. D'une part, au niveau de ce macrolocus, au niveau de ce qui est intégré ensuite dans les particules. D'une part, une perte des gènes de la machinerie virale au niveau des particules. Donc les gènes ne sont plus exprimés qu'au niveau des chromosomes, mais ils ne sont plus réintégrés dans les capsides. Et ensuite, en parallèle, une acquisition de gènes de la guêpe. Une acquisition de gènes de la guêpe qui vont servir à parasiter. En fait, ce sont bien des protéines types de guêpe, eucaryotes, qui servent en fait à réguler l'immunité ou la physiologie de la chenille. Et on sait par ailleurs que cette acquisition de gènes de la guêpe, elle s'est faite de façon séquentielle. C'est-à-dire que si l'on regarde les protéines impliquées dans la virulence, en fait, elles ne datent pas de la même époque. Et on a une intégration successive de ces protéines. Donc quelque chose qui a été construit avec une acquisition successive de capacité à parasiter l'hôte. Et on a ensuite un provirus après évolution. Donc on peut considérer les brachovirus comme des nudivirus qui seraient passés de parasites obligatoires, comme tous les virus, à des mutualistes obligatoires, avec une réutilisation par leur hôte de leur capacité simplement à transmettre des protéines à l'intérieur des cellules de l'hôte. D'accord. Les protéines elles-mêmes venant de la guêpe. Okay. Donc pour terminer, juste quelques mots sur les parties évolution des toxines. Donc là, c'est la partie plus symbiose virale, comment délivrer les toxines à l'intérieur de la guêpe. Et je voudrais en fait traiter de 3 questions sur le potentiel évolutif des toxines, avec petite diapositive pour chacune des questions. Alors pour qu'il y ait une évolution des toxines, donc des protéines qui vont permettre de parasiter l'hôte, en fait, il faut des pressions de sélection, bien sûr, mais il faut aussi qu'il existe une variabilité sur ces toxines. Donc une des questions que l'on s'est posée en utilisant le modèle drosophile, parasitoïde de drosophile, c'est est-ce qu'il existe bien une variabilité intraspécifique des toxines de virulence. Donc là, je vous ai mis simplement une image des protéines de venin qui sont utilisées pour parasiter l'hôte, dans 2 souches différentes du parasitoïde Leptospirina boulardii, et vous avez en fait des protéines et des gammes protéiques très différentes. Et on s'est intéressé, on a caractérisé certaines de ces toxines et leurs cibles. Et par exemple, ces toxines-là n'existent pas ici, donc elles sont spécifiques de cette souche. Et puis cette protéine qu'on a beaucoup étudiée ici, elle est spécifique de celle-ci. Donc c'est presque fini. Donc ce qui veut dire, en fait, on a bien une variabilité de ces toxines entre souches. Et en fait, ces 2 types de souches, par exemple, vont pouvoir avoir des capacités de parasiter des hôtes différents. Donc c'est bien une présence qui va être associée à des capacités de parasitisme différentes, une capacité d'évolution particulière. Alors ces toxines, elles servent à empêcher la réponse immunitaire de l'hôte. C'est le fait d'encapsuler l'hôte, donc de mettre des cellules autour de l'œuf du parasitoïde ou de la larve, et de faire une capsule. Et en fait, la toxine, par exemple, qui est celle-ci, elle est capable de rentrer dans les cellules qui sont là, qui vont servir à se mettre autour de l'œuf du parasite. Et en fait, la toxine, elle est ici en rouge. Elle rentre dans les cellules immunitaires de l'hôte et elle va en fait modifier ces cellules et les empêcher de faire leur travail. Deuxièmement, comment est-ce que ces toxines évoluent? Donc, elles sont variables. Sous quelle pression de sélection elles vont évoluer? Et quelque chose qui est en cours, qui a été montré pour certaines toxines et qui est en cours de démonstration pour d'autres, c'est qu'il existe une sélection positive très forte, c'est-à-dire que les protéines en question vont diverger sous une sélection positive pour diverger, principalement pour les domaines qui sont essentiels pour l'activité ou la liaison avec la cible de ces toxines de virulence. Donc ça veut dire qu'on a un taux de substitution, un taux de changement d'acide aminé qui est bien supérieur au taux attendu par un phénomène de hasard. Alors ça a été montré par exemple sur les cystatines qui sont exprimées dans le polydanavirus de Cotesia dont on a parlé tout à l'heure, et on est en train de le montrer aussi pour des toxines du venin de Leptospirina boulardii. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces toxines elles sont sous sélection, soit pour se diversifier et acquérir la capacité à parasiter de nouveaux hôtes, et en fait ça revient à la variabilité intraspécifique de virulence que j'ai montré avant, c'est vraiment une capacité à travailler, à contourner l'immunité d'hôtes différents, soit dans une course aux armements, c'est-à-dire que les cibles évoluant chez l'hôte sous des pressions de sélection, mais en fait les toxines vont évoluer elles aussi sous des pressions de sélection. Donc on a ce double aspect donc de course aux armements entre les 2 partenaires, et puis de capacité d'élargissement du spectre d'hôtes. Et puis, dernière diapo, donc je vais terminer là-dessus. Pour élargir un petit peu le débat au-delà des toxines de parasitoïdes, peut-être quelques mots sur les convergences évolutives. Est-ce que ces toxines ressemblent à ce que l'on trouve ailleurs? Alors en fait, ici, ce que je vous ai mis, c'est une schématisation d'une cellule immunitaire d'hôte, quelconque, insecte ou mammifère.
Et en fait, ici, la représentation de ces protéines ici, ce sont des toxines du bacille de la peste, Yersinia pestis, et ce sont différentes toxines qui ont pour capacité d'empêcher les macrophages, donc les cellules immunitaires de notre corps, de phagocyter, donc de détruire le bacille de la peste. Et ces protéines, par exemple, c'est des familles de GAP ou des familles de protéines tyrosine phosphatase. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que la toxine qu'on a caractérisée essentiellement chez le parasitoïde de Drosophile, c'est une toxine qui est très similaire à celle-ci, qui est une toxine du bacille de la peste, tellement similaire qu'on peut utiliser l'une, l'introduire dans la Drosophile et ça court-circuite l'immunité de l'autre. Et de la même façon, la toxine, les PTP, qui ont été les protéines tyrosine phosphatase du virus de Cotesia congregata, en fait, ce sont des protéines très similaires à cette toxine-là, du bacille de la peste. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, on a un mode de fonctionnement de toxines et des fonctions qui sont extrêmement similaires entre certaines bactéries pathogènes de mammifères et certaines toxines de parasitoïdes d'insectes. Et dans le cadre de cette toxine-là, on sait qu'il s'agit d'une convergence évolutive, puisque les bactéries ont construit ces protéines pour parasiter leur hôte. Elles n'existent pas chez les bactéries, elles les ont construites de novo. Donc la séquence est extrêmement différente entre ces deux toxines, mais la fonction est exactement la même. Et elle est fonctionnelle, donc elles sont fonctionnelles l'une par rapport à l'autre. Donc ces phénomènes de convergence évolutive nous montrent qu'en fait, les études sur différentes toxines, on va les retrouver pour les utiliser dans différents modèles. Donc voilà, je vais terminer avec ceci en remerciant Jean-Michel Drezen, dans l'équipe dans laquelle je travaillais auparavant, qui est à l'université de Tours, avec qui on développait avant et qui développe tous les aspects symbiose et qui vient de publier un magnifique travail. Et puis, moi, je continue sur le travail côté Drosophile à Sophia Antipolis. On continue donc en parallèle et en collaboration. Et puis, j'en profite, je pense, avec l'accord de Jean-Michel, pour remercier deux personnes qui sont ici aujourd'hui. Donc, Georges Périquet, qui nous a recrutés tous les deux à Tours à l'époque. J'espère qu'il ne le regrette pas. Et puis, Yves Carton, qui a généré toutes ces études sur les parasitoïdes de Drosophile. Et donc, j'espère qu'il est content de leur développement actuel. Je vous remercie. Il y a peut-être 1 minute pour une petite question courte. Vraiment, si ça vous brûle. Oui, Marc-André. On sent une sorte de prédisposition, puisque l'interaction s'est faite à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a fait que dans ce groupe, des virus ont été si souvent recrutés ? Donc on va dire pas vraiment, si ce n'est que ce sont des groupes dans lesquels on retrouve des infections à baculovirus assez régulièrement, donc la même famille que les nidivirus. Mais la raison pour laquelle l'intégration s'est faite au niveau des chromosomes à plusieurs reprises, non, je pense qu'on n'en a vraiment aucune idée pour l'instant. Merci, on va passer. Merci beaucoup.